pour cette année, que ce soit l'école primaire ou l'école maternelle. Pour l'année dernière, de mémoire, c'était 6 000 € de subvention pour l'école primaire et 1 000 € pour l'école maternelle. Donc ils n'ont pas voulu prendre des subventions. Par contre, on s'est engagé pour l'année prochaine, suivant les conditions sanitaires qui seront en règle pendant la période, de faire un effort sur des sorties pédagogiques qui seront un peu plus importantes que les autres années. Donc pour ça, 0 € pour l'école primaire et 0 € pour l'école maternelle. Merci pour ces précisions. Alors, le point numéro 7 à l'ordre du jour, c'est les taux d'imposition 2020. Donc, vous l'avez compris, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition. Donc, nous allons vous proposer au vote de conserver les mêmes taux d'imposition, qu'il s'agisse de la taxe d'habitation, de la taxe foncière bâtie ou de la taxe foncière non bâtie. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors maintenant, le point numéro... Alors maintenant, on a différents points qui sont nombreux sur le papier, mesdames et messieurs les élus, mais qui vont aller très vite puisqu'il s'agit de la nomination de différents membres dans les différents organismes extérieurs. Alors, le premier organisme, c'est le Centre communal d'action sociale. Donc, compte tenu du contexte sanitaire, je vous propose que le vote des membres se fasse à main levée. Ça dérange personne. Donc, le conseil municipal doit d'abord fixer le nombre de sièges. Donc, je vous propose que, au sein du Centre communal d'action sociale, nous ayons 7 élus, ce qui fera 6 élus de la liste majoritaire et un élu de la liste minoritaire. Donc, sur le nombre de 7, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, concernant les membres du CCAS, pour la liste majoritaire, je vous propose Thérèse Adou, Isabelle Dumais, Christelle Arassi, Sylvie Delaunay, Jocelyne Fréville, Thierry Massotto, et pour la liste minoritaire, c'est Philippe Boffi. C'est ça? On fait un vote global. Je pense que... Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous avons nos 7 élus pour le CCAS. Pour la commission d'appel d'offres, il y avait Larsen. Ils étaient arrivés tous les deux. Donc, pour la commission d'appel d'offres, nous devons nommer... La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et le bureau d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc, à la commission d'appel d'offres, nous avons 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour la liste majoritaire, un siège titulaire et un siège suppléant pour la liste minoritaire. Donc, pour la liste majoritaire, son candidat au poste de titulaire, Louis Puig, au poste de suppléant, Didier Hanol, Maxime Sanchez. Titulaire et suppléant, donc titulaire, Roland Tubert, et suppléant, Denis Jobert. On fait un vote global aussi. Allez, ça va plus vite. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le CIFOR, le syndicat à vocation multiple, nous devons désigner 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants au CIFOR, sachant qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de réunions, puisque le CIFOR est dissous depuis plusieurs années, il est dissous. Il est en sommeil, on va dire justement, s'il doit y avoir une réunion, ça sera peut-être pour arriver à la dissolution définitive. Donc, 2 délégués titulaires, je me propose en tant que délégué titulaire avec Louis Puig et en suppléant Alain Dupuis et Karine Mainelli. Où elle est? Ah voilà, je ne te voyais pas. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le CIU des Astres. Alors le CIU des Astres, ça concerne la voirie. C'était un syndicat donc, à
location unique. Je dis c'était parce qu'il existe toujours, mais l'idée est d'en sortir aussi, donc je pense qu'il y aura qu'une ou deux réunions. Nous devons décider avec le maire de Lupia, si nous décidons conjointement de sortir du SILU, la sortie du SILU se fera via Perpignan Méditerranée Métropole pour les deux communes en même temps. Ceci dit, en attendant, on va désigner des délégués. Donc je vous propose titulaire moi-même et Alain Dupuis, suppléant Michel Bouscas et Maxime Sanchez. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le syndicat, celui-là il faut l'avoir sous les yeux, le syndicat mixte bassin Buréa et étang de Canet. Alors là, pour faire simple, essentiellement ce syndicat il nous concerne pour le nettoyage de la cantine. Donc nous avons deux sièges titulaires, un siège suppléant. Je propose comme titulaire Louis Puig, Marie-Hélène Casteil, et comme suppléante Jocelyne Frudy. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le CIM Perpignan Méditerranée, donc c'est le syndicat qui remplace le CIST, c'est-à-dire qui gère la restauration scolaire et les transports. Pas que scolaire, mais aussi périscolaire et l'accueil de loisirs. Donc via Perpignan Méditerranée. Donc au CIM, nous avons deux sièges titulaires. Je vous propose Alexandre Moulin et Marjorie Almendros. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le SPANC, c'est le syndicat pour l'assainissement collectif. Donc, là, je vous propose, alors on a un titulaire et un suppléant, comme délégué titulaire Alain Dupuis et suppléant Marie-Hélène Casteil. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le SIDEL, alors le SIDEL, c'est le syndicat départemental d'énergie et d'électricité. Donc là, nous avons un délégué titulaire et un délégué suppléant. Je vous propose un titulaire Louis Puig et un suppléant Alain Dupuis. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. La SPL Perpignan Méditerranée. Alors là, nous avons un délégué titulaire et un délégué suppléant. Alors, la société publique locale. Donc, je vous propose moi-même en tant que délégué et en suppléant Maxime Sanchez. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le syndicat de la promotion de la langue catalane. Nous avons un titulaire et un suppléant. Ça ne surprendra personne si je propose comme titulaire matin. Donc, Mathieu Maille en titulaire et Michel Bouscas en suppléant. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Membre de la commission locale de transfert des charges de Perpignan Méditerranée, communauté d'agglomération, Perpignan Méditerranée Métropole. Donc là, nous avons un délégué titulaire, un délégué suppléant. Je vous propose l'adjoint aux finances en titulaire, Didier Arnold, et en suppléant Louis Puig. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, le correspondant défense. Donc, la mission principale du correspondant défense, c'est une mission d'information et de sensibilisation auprès des administrés concernant le parcours de citoyenneté qui comprend l'enseignement de défense à l'école, le recensement à la journée d'appel de préparation à la défense. Le deuxième domaine concerne les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire. Et le troisième domaine concerne le devoir de mémoire et la reconnaissance. Le correspondant défense est donc l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires et il dispose d'un espace spécifique sur le site internet du ministère de la Défense. Je vous propose comme correspondant défense, puisque là il s'agit d'un élu titulaire, Alexandre Moulin. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. En point numéro 20, il s'agit juste de vous faire valider
de mettre à jour les demandes de subvention pour les travaux municipaux. Alors, c'est vrai que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, suite à la réunion avec le préfet, le directeur adjoint des finances publiques nous a proposé une analyse prospective concernant l'investissement. C'est-à-dire que le préfet et les services de l'État au niveau des finances publiques vont nous accompagner dans une prospective concernant l'investissement, les travaux, les projets sur le mandat, déjà pour s'assurer que nous ne partons pas démesurément dans des dépenses d'investissement dès les premières années, puisque tout le monde a compris que nous allions avoir 2 à 3 ans de pause sur les investissements. Et donc pour ce faire, nous devons revoir certains dossiers. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre à jour les demandes de subvention pour les travaux municipaux en fonction des analyses prospectives, en accord avec les services de la préfecture, du conseil départemental et tout organisme financeur que nous pourrions solliciter pour ces prochains travaux. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pour le point numéro 21, je vais passer la parole à Marie-Hélène Castel. Il s'agit de demande de plan à la pépinière. Oui, alors bonsoir à tous. Nous avons la chance d'avoir une pépinière départementale qui aide les mairies à obtenir des plans pour végétaliser leur village. Donc notre objectif est de demander le plus possible de plans, de profiter de cette opportunité afin de végétaliser nos 2 villages de façon raisonnée en ce qui concerne le budget. Vous l'avez bien compris, on va jouer les économies. C'est pas parce que nous allons jouer les économies que nous allons accepter un village dégarni et gris. Donc, Alain Mestre et moi-même allons nous rendre dès mercredi matin à la pépinière départementale pour voir quels sont les plans qui sont proposés. J'ai déjà eu une liste, il y a des plans des arbres pour les parcs et les jardins, il y a des plantes pour les arbres pour les haies, des plantes couvre-sol, enfin disons qu'il y a diverses choses. Nous allons voir si nous trouvons notre bonheur et si nous pouvons réaliser les objectifs que nous avions. En tout cas, on va faire avec pour essayer d'avoir un joli village, 2 jolis villages en jouant les économies. Je vous remercie de votre attention. Donc sur ce point, est-ce que tout le monde est d'accord pour que nous sollicitions la présidente du conseil départemental dans le cadre d'une campagne d'embellissement des espaces verts publics, d'amélioration du cadre de vie, donc une dotation en plan, comme l'a dit Marie-Hélène, essence, arbustes, etc., pour décorer le village. Et bien sûr, pour des économies d'eau de type méditerranéen. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pour le point 22, participation au groupement de commande d'électricité avec le CIDEL, je passe la parole à Alain Dupuis. J'en ai pas besoin. J'ai un organe vocal, assez puissant. Organe vocal. Madame, bonsoir. Participation au groupement de commande d'électricité avec le CIDEL. Je ne reviendrai pas sur ce qu'est le CIDEL. Franck vous l'a expliqué tout à l'heure, syndicat d'énergie et électricité du 66. Le CIDEL a informé la commune des dispositions de la loi destinée à limiter le champ d'application de tarifs réglementés de vente dans le secteur de l'électricité, ont été arrêtés dans la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, article 63-64, publié au journal officiel le 9 novembre dernier. Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, seuls les clients non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros sont éligibles au tarif réglementé de la vente TRV, tarif réglementé TRV, inférieur ou égal à 36 kVA, sont considérés comme recettes pour les collectivités territoriales, la DGF et les recettes des taxes et impôts locaux. Cette mesure vient compléter celle déjà actée dans la loi NOM
mettait fin déjà aux tarifs jaunes et verts au 31/12/2015. À compter du 1er janvier 2021, l'ouverture du marché de l'électricité sera totale. Le comité syndical du SIDEL 66, réuni le 12 février 2020, a décidé de créer un nouveau groupement de commandes pour l'achat d'électricité, pour la fourniture d'électricité des sites soumis aux obligations de concurrence, inférieures à 36 kVA, exemple tarif jaune et vert, et supérieur à 36 kVA en tarif jaune et vert, et inférieur à 36 kVA en tarif bleu, tarif domestique. Il est proposé au conseil municipal de participer à cette démarche visant à réduire les coûts généraux de la commune. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Alain. Donc, pour participer à cette démarche pour la réduction des coûts généraux de la commune, nous nous inscrivons au groupement de commandes. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous avons lancé des études sur différents domaines, et en particulier sur les contrats d'assurance de la commune qui sont soumis à l'application du Code des marchés publics. Donc je vous propose de lancer une procédure adaptée avec les publicités nécessaires pour redéfinir et remettre en compétition l'ensemble des contrats d'assurance communaux, qu'il s'agisse des assurances du personnel, des assurances des biens et des bâtiments, qu'il s'agisse des assurances des véhicules, qu'il s'agisse des assurances responsabilité civile, protection juridique, etc. Est-ce que pour cette démarche, quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point 24. Délégation au maire du droit de priorité. Le conseil municipal doit déterminer les conditions de limitation de l'exercice du droit de priorité du maire relatif au droit de préemption. L'article L241-1 et L240-3 du Code de l'urbanisme donne au maire l'exercice d'un droit de priorité sur les terrains et immeubles cédés sur le territoire communal. Les conditions de limitation peuvent consister en des limites financières, c'est-à-dire en la fixation d'un prix maximum d'acquisition, que le maire ne pourrait pas dépasser, ou géographique. Le conseil municipal peut aussi prévoir que la délégation n'est donnée que pour des acquisitions destinées à réaliser des projets préalablement décidés par lui. Il est proposé, je vous propose au conseil municipal de limiter le droit de priorité du maire dans le cadre de l'exercice du droit de préemption au crédit budgétaire inscrit au budget primitif de l'année en cours au chapitre 21. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 25, désignation des jurés d'assises. Donc, nous devons tirer au sort les jurés qui feront partie de la cour d'assises et qui participeront aux côtés des magistrats professionnels au jugement des crimes. Les citoyens concernés sont ceux inscrits sur les listes électorales de la commune de Pontier-Agnès. Les conditions à remplir pour être éligible sont être de nationalité française, avoir au moins 23 ans, savoir lire et écrire en français, ne pas se trouver dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité avec les fonctions de jury. Donc, nous devons en désigner 6. C'est ça? 6. Alors, du coup, on va faire au hasard. Alors, non, un numéro. Alors, voyons, je vais vous donner quand même le tir jusqu'à... Donc, dans la liste électorale, nous avons du 1 au 2315. Alors, qui veut me donner un numéro au hasard? 643. Alors, 643. Il est au moins 23 ans. C'est ça. 643. Oui, il y a la date de naissance, c'est bon. C'est Dalabert Rémy. Dalabert Rémy. Ensuite, qui me donne un numéro au hasard? 68. On dirait une année de naissance. 68. Ah, non. Oui, justement.
au moins 23 ans. Il a 23 ans. Donc c'est bon. 96. 96, mais de fin d'année, donc il n'a pas fait les 24 ans. Donc au moins 23 ans, c'est bon. Quand on va, c'est quel? Aracil Simon. Ensuite, allez, il m'en faut encore 4. 331, c'est ça? 331, 331. Je sais qu'il a quitté la commune, alors c'est embêtant. Non, non. Ah oui, ah non, 4, oui, mais en plus il est trop jeune. Bien vu. Bien vu, 1999, donc c'est pas bon. Pardon? 666. 666. Oui. De bonnes Céline. De bonnes Céline. 167. Louis Baye. Il nous en manque 2. Il nous en manque 2. Pardon? 55. Anglada Joseph. 1569. Navarra Dominique. On a les 6 nationalités françaises au moins 23 ans. On est bon. Affaires ou questions diverses. Est-ce que vous avez quelque chose à aborder, mesdames, messieurs les adjoints? Oui? D'accord. Je fais passer le micro. C'est pas la peine, je vais parler très fort. Je voudrais poser une question à monsieur le secrétaire général. Plutôt 2 questions. Je voulais savoir, monsieur le secrétaire général, si vous avez informé les anciens responsables de la commune sur le taux de ratio pour les emplois. Il y a un taux au niveau du fonctionnement qu'on ne doit pas dépasser, c'est 50 à 51%. Ce taux était de 47%, il est monté à 57%. Est-ce que vous avez fait le nécessaire, monsieur le secrétaire général, en son temps? Première question. Oui, vous pouvez répondre, monsieur le secrétaire général. Alors, le taux de rigidité, en fait, il y a un rapport entre le taux de la masse salariale, oui, par rapport aux capacités de financement et les recettes. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, vous faites référence, je pense, aux analyses financières qui sont faites des collectivités, qui sont comparées entre communes à strate démographique équivalente. C'est vrai qu'il y a un taux de part de masse salariale par rapport au coût de la masse salariale par rapport aux autres charges de la commune et aux recettes, qui est situé entre 46 et 50%. C'est vrai qu'à Poitiers, en 2019, le taux de la masse salariale par rapport aux autres charges est supérieur aux moyennes qui existent dans les strates démographiques des communes existantes. C'est vrai. Alors ce sont des taux qui sont indicatifs, qui ne sont pas prévus par les textes comme limitatifs en termes de crédit budgétaire. Ce sont des indications de gestion qui doivent appeler à être vigilants et à mettre de la rigueur pour essayer de s'approcher au mieux à un taux plus bas
ce n'est pas, comment dire, des taux, des chiffres qui engagent juridiquement, si vous voulez. C'est des chiffres de gestion. Mais est-ce que vous avez fait votre... Alors moi, j'ai fait des analyses, bien sûr, on a fait des calculs pour connaître ces taux-là et être vigilant et les respecter, être au mieux. Vous les avez fait quand on est arrivé, ou est-ce que vous les aviez fait avant, et est-ce que vous en avez avisé l'ancienne municipalité? C'est ça ma question. Alors, ce sont des taux que nous faisons à l'analyse chaque année. Bon, c'est les intermédiaires de gestion. Le Trésor public les prépare pour le code des directeurs généraux et les transmet aux élus chaque année avec une analyse financière qui fait état de ces taux-là. Il y a eu une information des élus chaque année avec le Trésor public avec un rendez-vous où M. Allu présentait une analyse financière de la commune dont faisait partie ces taux-là. Et donc M. Allu a appelé leur attention sur le danger qui fonçait droit sur le mur. Si je comprends bien, c'est ça, non? Vous dites. C'est oui ou non? Monsieur Allu, pardon, je n'ai pas m'expliquer. J'ai dit que M. Allu les a avisés à son tas et qu'ils n'ont pas respecté les conseils de M. Allu. Donc, M. Allu leur a dit qu'ils fonçaient dans le mur et ils ont foncé dans le mur en klaxonnant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'après, on va dire que je dis des mensonges. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Monsieur Allu a informé, effectivement, il y a eu des réunions où tout le monde a entendu. Je faisais partie de ces réunions, je les ai entendues aussi. Très bien. Deuxième question, monsieur le secrétaire général. J'ai fait un lotissement à Nice de M. Riera. M. Riera a vendu le terrain, 60 € le mètre carré. Et il y a eu, pour la participation du promoteur, un PUP, projet urbain participatif, de 110 000 € qui a été donné à la commune pour acheter des jeux d'enfants, pour participer à la station d'épuration, etc. Je voulais savoir, à Ponteilla, on vient de construire 3 hectares, s'il y a eu un PUP et s'il y a eu la moindre participation du promoteur à la commune. Merci de me répondre, monsieur le secrétaire général. Alors, concernant le lotissement de 2014, de Nice, effectivement, le promoteur ne payait pas de taxes d'aménagement. Il payait une participation du montant que vous avez évoqué. Je n'ai pas les chiffres exacts, il me semble que c'est ces chiffres-là, effectivement. Et normalement, ces sommes que le lotisseur payait devaient financer la station d'épuration de Nice, parce que la communauté urbaine n'avait pas suffisamment de fonds pour la financer. Et ça devait également financer des postes électriques qui devaient être réalisés pour la puissance nécessaire du lotissement, parce qu'il fallait augmenter la puissance. Et ça avait été analysé comme cela. Et donc la charge. Et les jeux d'enfants, en troisième partie. Comme il y avait des dépenses publiques, normalement la puissance électrique aurait dû être prise en charge par la municipalité, le poste, si vous voulez. Donc au niveau des charges, le lotisseur a payé donc une participation due à la commune qui aurait dû reverser à la communauté urbaine l'intégralité ou 80% de cette somme pour financer la station d'épuration et avec cet argent financer un poste électrique parce que c'était une charge publique, parce que c'est un poste qui peut être mutualisé. Voilà. Donc ça pour le lotissement de Nice, ça s'est passé comme ça. Pour les lotissements de Ponteilla, au niveau des comptes de la mairie, il y a eu, de la part du lotisseur, le versement de la taxe d'aménagement. Il n'y a pas eu de pub, effectivement. Parce qu'il n'y a pas eu une charge, il n'y a pas eu de charge, il n'y a pas eu une station d'épuration financière, elle était déjà financée, et il n'y a pas eu de poste électrique supérieur. C'est pas le lotisseur qui a fait la taxe d'aménagement, c'est chaque acteur. C'est une taxe d'aménagement, c'est 5%. Oui, c'est-à-dire qu'elle est payée par le gars qui achète le terrain au lieu d'être payée par le promoteur. Et elle n'a pas été en augmentation, alors que si on veut la faire payer pour remplacer un pub, il faut obligatoirement l'augmenter. Donc ça n'a pas été fait. Une fois de plus, je constate magouille. Ah ben oui, ça concerne que moi. Oui, ça concerne que moi. Je cherche des sous partout. Non, mais t'en as pas fait de lotissement. Non, j'avais pas fait des trucs comme ça. Non, pas du tout. T'as jamais vendu des parcelles à toi. T'as jamais eu de parcelle.
T'as jamais eu une seule parcelle à toi dans le lotissement? Pas encore, vraiment, c'est pas d'accord. T'en as déjà vendu des parcelles, là. Alors, ce que Louis voulait dire, c'est qu'effectivement, un aménageur ou un lotisseur. L'avocat plus blague que blague. Donc, ce que Louis Puig voulait dire, c'est donc ce que nous voulons dire, messieurs, dames, et le public n'est censé ne pas s'exprimer pendant le conseil municipal, ce que nous voulions dire, messieurs, dames, c'est qu'un lotisseur, un aménageur, en théorie, doit participer à un PUP parce que l'arrivée de X maisons entraîne qu'on va peut-être avoir besoin dans les années à venir d'agrandir les écoles, d'aménager les voiries, de prévoir l'évacuation des eaux, etc., etc. Et que dans le dernier lotissement fait, il n'y a pas eu de participation au PUP. La taxe d'aménagement est versée par les gens et pas par le lotisseur, par les acquéreurs. Et cette taxe d'aménagement, il faut le savoir, en plus elle est maintenant versée à Perpignan Méditerranée Métropole. Donc pour la commune, zéro. Voilà, c'est tout. C'est ce que Louis voulait pointer du doigt. Ce qui n'arrange pas les finances communales. C'était ça aussi l'objet des propos de Louis Puig. Alexandre Moulet voulait rajouter quelque chose. Oui, alors, moi, je voudrais poser une question à M. Thubert, ancien maire de Montier-Nil. C'est M. Jaubert qui était premier adjoint aux finances. On a eu un petit peu la perspective. Les gens, ils ont compris, je pense, la situation financière de la commune. Moi, ma question va être simple. Pourquoi, depuis novembre, c'est ça, si je me trompe, aucune facture n'a été payée de la commune? On se retrouve à l'heure actuelle avec 200 et quelques mille euros de factures à payer. Voilà ma question. Attends, je te fais passer le micro. Ouais. Moi, je passe à la mairie 4 fois par jour. Quand je reçois des factures, je les reçois une fois qu'elles ont fait un certain. Pardon. Les gens n'entendent pas sur les réseaux sociaux. Vous m'entendez là? Bon, je disais que je passais 4 fois par jour à la mairie de Pontéa. La mairie de Pontéa, le courrier est reçu par le secrétaire. Le secrétaire doit le transmettre à quelqu'un. C'est peut-être le DGS, c'est peut-être le monsieur le maire. Puis ensuite, ça arrive chez moi. Et moi, je signe. On parlait des bons de commande, c'est vrai. C'est moi qui ai instauré l'histoire des bons de commande à Pontéa. Donc peut-être l'histoire du suivi de trésorerie n'a pas été fait, ça c'est indéniable, c'est bien que vous le fassiez. Nous, à l'heure actuelle, à l'époque où nous étions, le suivi de la trésorerie, personne n'était témoin. Le premier adjoint que j'étais n'était pas au courant du suivi de la trésorerie. Monsieur Jaubert, vous rejetez la faute sur qui alors, si vous n'étiez pas au courant? Moi je dis, je ne peux pas reporter la faute sur quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui a mis des factures sous le monde, pour pas les faire voir. Vous me demandez comment je travaillais. Moi je travaillais. Vous êtes premier adjoint aux finances et vous ne savez pas que vous avez 200 000 euros de factures à payer. Et c'est quand même grandiose. C'est un sketch. Franchement, je vais vous dire. Moi les factures, mettons, d'une adage d'Amnins, qu'elles n'arrivent pas au mois de décembre, je trouve ça assez logique. Et si vous voulez pour que moi je sois au courant d'une facture, finalement, il faut que quelqu'un ouvre le courrier et qu'on me montre la facture. Attendez, franchement, c'est oui, mais attendez, le courrier il arrive au secrétariat, et du secrétariat, après il y a une certaine. Et moi c'est à la fin. Moi c'est chez Madame Dolores, on voit les trucs. Oui, c'est comme ça. Moi je voudrais qu'on m'explique. Comment des employés municipaux qui vont à la CCN acheter des matériels pour la commune se voient dire qu'ils doivent repartir sans le matériel et qu'on leur dise la commune ne paie pas, repartez messieurs, vous n'aurez pas le matériel. Moi je trouve ça aberrant, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis navré pour le maire de Pontéa et pour l'image qu'on donne de la commune de Pontéa à la CCN et à d'autres. Moi je peux vous dire que
les employés communaux, avant ils allaient acheter sans demander l'autorisation, tandis que la publique, on est arrivé, avant de passer, avant d'acheter, alors je suis désolé. Avant d'acheter. Il y en a là des employés, on peut leur demander. Monsieur, avant, non, je suis pas d'accord. Avant qu'ils puissent acheter quelque chose, il fallait qu'ils passent par moi. Il y avait un bon, il y avait ce bon, il pouvait aller quelque part. Voilà, c'est tout. Et moi, il n'y a personne, excusez-moi, hein, pour le moment, il n'y a personne. Des employés municipaux, oui, il y a eu de temps en temps quelqu'un qui dit on n'a pas encore été réglé. Voilà, de temps en temps. Et je n'avais pas vu que c'était, franchement, je ne pensais pas que c'était dans ces proportions. Au mois de mars, mais je ne peux pas être au mois de mars. Au mois de mars, le cinéma de l'été dernier n'était pas payé. Dites pas que vous n'étiez pas au courant, vous servez à quoi, monsieur le premier adjoint? Attendez, moi, les factures du cinéma de l'été dernier ont très certainement dû arriver au secrétariat, au DGS, et finalement, c'est le DGS qui me le transfère. Oui. Que pensez-vous, monsieur le DGS? Que pensez-vous, monsieur le DGS? Que pensez-vous, monsieur le DGS? Expliquez-nous ce miracle qu'il y a à Ponteilla. Les factures n'arrivent pas. J'ai pris le micro. Non, je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas. J'ai dit que non, il y a un circuit. On est sérieux. Nicolas, Monsieur Chaubert, excusez-moi. Monsieur le maire, Roland Tubert à l'époque, est-ce que vous étiez au courant? Écoutez, moi je souhaiterais, moi je souhaiterais qu'on ne soit pas, c'est pas l'inquisition, on n'est pas là. Non, alors c'est pas un procès, c'est de là. Excusez-moi 2 secondes, bon, on essaie, là on est en conseil municipal. Monsieur Chaubert, en 2014, vous avez fait notre procès en 2014. Rappelez-vous, sur le journal L'Indépendant, je ferai un audit financier. Mais on ne l'a pas fait. Eh bien sûr, parce qu'il y a le pas moyen. Mais là, on est obligé, là. On l'a pas fait. Rappelez-vous de la mémoire, vous avez une mémoire sélective. On l'a pas fait. Vous avez une mémoire sélective. Excusez-moi, mais il y a quand même une chose que je dois vous dire. Et laissez parler Roland. Il n'a pas fini, Roland. Attendez, monsieur le maire, puisque monsieur Puy dit quelque chose. Vous avez une moi, mémoire sélective. j'ai quand même délégué à la Perpignan Métropole, et il y avait l'histoire des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. C'est faux, monsieur. Attendez, j'ai pas fini. Mais je sais ce que vous allez Moi, dire. j'ai une lettre de M. Pujol, président de la communauté, qui dit que suite à la sortie du syndicat de la commune des As, la communauté des As avait payé par convention l'enlèvement des ordures ménagères, et auprès de Perpignan Méditerranée, il y avait un déficit de 243 000 euros. 247 000 euros. C'est 243 000 euros. C'est le vote au Sénat de M. Alduy, qui est allé discuter là-bas sans nous le dire. Et il s'est engagé contre l'UPIA et pour nous en disant qu'on devait tant. Et pendant tout le mandat, je n'ai jamais payé cette somme, elle n'a jamais été payée. Et comme le ramassage des ordures ménagères, permettez-moi de finir, a amené les bénéfices sur Ponteilla parce qu'on n'a pas beaucoup de masse et on est regroupé, donc ça va beaucoup plus vite à Ponteilla que les autres communes. Donc on avait récupéré des sous et on nous rendait des sous chaque année. Alors voilà, monsieur le Je ne vous laisserai pas dire. Non. Moi, Perpignan, le 27 novembre 2013, il est apparu que le montant facturé par la communauté de communes des As pour ces prestations était nettement supérieur à la recette de la compétence perçue sur la commune. C'est la raison pour laquelle, malgré l'augmentation de votre taux de TON, d'ordures ménagères en 2011, le déficit constaté sur la compétence au terme de la convention en 2013 portait sur 243 000 euros. Et au jour d'aujourd'hui, vous m'excusez, au jour d'aujourd'hui, enfin c'est au mois de novembre, on a une réunion actuellement, auprès de Perpignan Méditerranée, c'est un bénéfice de 150 000 euros. Donc on n'a pas fait, écoutez, moi je vous montre tout ça. Ça y est. Et c'est signé pour les jours. Elle collecte des déchets verts de la commune. Jean-Marc Pujol, le président. Vous avez pris pour des bobos et vous avez marché. Et vous voulez que je vous sorte aussi de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères depuis 2014. Vous voulez que je vous le sorte? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait des bénéfices. Ah, progressivement. Et on le faisait déjà depuis 6 ans. Mais non, puisqu'au début vous aviez 243 000 euros. Mais non, il y avait 243 000 euros. Il faut ménager les chalets. Non. Tout à l'heure, le percepteur parlait des chiffres, c'est exactement pareil.
lui est allé là-bas et le Olive lui a dit je veux 200 000 francs parce que 200 000 euros parce que le propriétaire c'est faux. Et Olive lui a donné. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, mon micro marche. Attendez. Monsieur le maire, vous voulez regarder ces chiffres? Je vous le dis. Les chiffres de la collecte de Perpignan Méditerranée Métropole, on les a sous les yeux là. Ils sont négatifs. Ils sont négatifs. Ne me dites pas qu'ils sont positifs, c'est pas vrai. 2014, résultat cumulé, moins 163 000. 2015, moins 132 000. 2016, moins 82. 2017, moins 1928. 2018, plus 76 000. 2019, 180 000. Je me suis trompé, j'avais dit 150. 180 000. Ça, c'est marqué. Porté à Nice. Données financières, bilan 2014-2019. Je ne peux pas vous sortir de meilleurs chiffres. Ben voilà, vous m'excusez, il y avait 249 000 de déficit. Et aujourd'hui, du moins, fin 2019, il y avait un résultat cumulé de plus 180 000 euros. Voilà, c'est tout. Monsieur Jaubert, vous n'avez pas répondu à ma question de tout à l'heure avec M. Roland-Tubert. J'ai posé une question à M. Roland-Tubert, c'est que c'est du coq à l'âne, il n'a pas répondu à ma question. Oui, je vais poser la question. Roland. Reposez votre question. Alors, vous, en tant que maire de la commune de Pont-Dianis de 2014 à 2020, étiez-vous au courant à partir de novembre Étiez-vous au courant à partir de novembre 2019 de ces fameuses factures impayées qui étaient au secrétariat, au DGS, on ne sait pas où c'était. Et pourquoi ils n'ont pas été payés? Écoutez, on a un fonctionnement qui était, me semble-t-il, assez normal. Quand ça arrivait, évidemment, le maire le visait. Quand ça m'arrivait sur le bureau, ça arrivait tout le temps. Et ensuite, lorsqu'il y avait des paiements, eh bien, le premier adjoint était en charge des finances. Et donc, je faisais passer les documents à M. Jaubert. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait, si, sur la fin, effectivement, il y avait un petit peu de retard, certes. Ça, non, il y a eu. Mais je ne savais pas tu parles de combien de 20? Tu me dis c'est ça, une vingtaine de 200, pardon. Il y a 227 000 euros. 213 000. 213 000. Non, c'est pas compliqué. De septembre, je l'ai dit tout à l'heure, de septembre 2019 à décembre 2019, aucun mandat n'a été effectué, aucun paiement n'a été effectué. Vous n'avez réglé que les salaires des agents et les indemnités des élus. Donc, vous vous êtes bien rendu compte que vous ne signiez plus rien. Or, la mairie continuait à fonctionner. Il y avait des achats, il y avait des charges de fonctionnement, mais rien n'était payé. Donc, toutes les factures ont réapparu début 2020. Alors, vous êtes en train de vous rejeter la faute. Monsieur le secrétaire général dit ben, c'était de la responsabilité des élus. Les élus disent les factures n'arrivaient pas à nous. Bon, en attendant, ces factures, elles ont été mises de côté. Elles ont été mises de côté, ces factures. Mais qui les mettait de côté? Peu importe qui les mettait de côté. Excusez-moi. Bon, moi d'abord, j'étais très surpris parce que c'est vrai, on a eu des réunions avec M. Allieu qui, à un moment donné, nous a dit attention, c'est vrai, c'est indéniable. Deux fois. Le 27 novembre. Non, moi j'ai dit. Non, deux fois. Vous avez vu M. Allieu, M. Jaubert, M. Tubert et Nicolas Pontonnet deux fois. Le 27 novembre 2018 et le 15 octobre 2019. Deux fois, vous l'avez vu, vous avez déjeuné ensemble et il vous a tout expliqué. Surtout au mois d'octobre 2019. Bon, pour en revenir réellement aux choses, moi je suis désolé. Il n'y a pas de responsabilité de chacun. Je dois avoir certainement ma responsabilité, mais je ne peux pas endosser l'entière responsabilité. J'ai beau passer 4 fois par jour à la mairie. J'ai été très surpris aujourd'hui de voir les résultats que M. Allieu a présentés. Pourquoi? Parce que les chiffres, excusez-moi, Franck, moi les chiffres, et les chiffres que j'ai encore aujourd'hui, j'étais persuadé que c'était des chiffres fiables qui avaient été révisés et qui ne pouvaient pas être contredits, c'est tout. Bon là je suis déçu, je l'apprends aujourd'hui, franchement. Parce que vous croyez quand même pas que je vais faire des trucs comme ça. Alors Nicolas, je suis désolé, hein. Je ne dis rien.
petite histoire, nous venons de recevoir, avec mon adjoint aux finances, la relance des assurances pour l'année 2020 qui aurait dû être payée en début d'année. Ça veut dire que dans quelques semaines, si ce n'est pas payé, il n'y avait plus rien d'assuré. Ni le personnel, ni les bâtiments, ni les véhicules. Donc cette facture, on l'a reçue, mise en demeure de payer, quand jeudi ou vendredi. Voilà. Ben, le montant annuel des assurances, je ne sais plus, 40 000, 30 000. Peut-être Nicolas, le chiffre en tête, le montant annuel des assurances, 30 ou 40 000, ça doit représenter le global. Bon, ceci dit, ça c'est dans le budget 2020, il s'agit de 2020, mais pour vous dire que ce n'est pas réglé depuis le début de l'année. Et j'aimerais rajouter aussi, au propos de M. Joubert, puisque vous reparliez de Perpignan Méditerranée Métropole, alors ça va peut-être être un peu technique pour certains d'entre vous, mais à Perpignan Méditerranée Métropole, il y a, pour l'investissement concernant les voiries, il y a ce qu'on appelle la PPI. Et il y a un montant qui est mis chaque année sur la PPI. Il faut savoir que dans le compte rendu du Conseil municipal de novembre 2019, on nous dit que Perpignan Méditerranée Métropole va attribuer un fonds de concours à l'achat d'une balayeuse. On n'a pas eu de fonds de concours pour l'achat de la balayeuse. L'achat de la balayeuse a été pris sur la PPI. Ça veut dire que ce qui a été mis pour la balayeuse et pour le peloton de Nils, c'est quelque chose en moins sur le goudron des rues. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que la PPI, chaque année, c'est un montant fixé par la municipalité, qui a souhaité, en fonction des besoins de l'investisseur souhaité. Ce montant, il a été choisi à 117 000 euros. 117 000 euros. Et ces 117 000 euros, pour les avoir en attribution de compensation de la communauté urbaine, c'est pas possible. Donc, la municipalité précédente a fait le choix, dans ces 117 000, de mettre 86 000 au travers d'un emprunt fait par PMM. Ça veut dire qu'on vous a parlé tout à l'heure de 2 lignes de trésorerie, on vous a parlé de 2 emprunts, mais chaque année, sur la PPI, à Perpignan Méditerranée Métropole, on rembourse 5 000 euros qui évoluent chaque année pour rembourser ces 86 000 euros sur la ligne de PPI. Voilà. Encore une chose qu'on ne vous avait pas dite et que vous ne pouviez pas voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres affaires diverses? Non? Je vais parler d'un sujet qui va sortir un petit peu du conflit. Je voudrais vous parler de la fibre. Ça peut intéresser du monde. J'ai quelques renseignements à ce niveau-là, puisque j'en avais pas, je ne pouvais pas en avoir, je n'étais pas dans la municipalité, je n'étais pas élu. J'ai été très étonné, ça n'a rien à voir avec l'ancienne municipalité, que se conduise cette opération de fibre sans que nous soyons invités à quoi que ce soit. Bon, c'est la façon d'Orange de procéder, je sais. Mais bon. Donc je me suis mis en rapport avec M. Robert Nivet, qui est le chargé d'opération Orange. Et voilà aujourd'hui, je vais être très, très rapide. Armoire posée, équipée. Génie civil fait partout. Sauf dans le vieux village. Je vous dirai pourquoi. Alors, armoire posée, équipée. Déploiement de la fibre en cours, lotissement pratiquement fibré. Partie village, ce sera sur appui commun. Ça, c'est un autre problème qu'on verra après, si tant est qu'un jour on fasse des effacements de réseau. On rajoute un réseau sur l'aérien. Ouais. Et c'est comme ça. Hein. Convention donc sur les appuis communs avec Enedis et Orange. Donc, chers administrés, nous serons éligibles à compter du 1/10 2020, à peu près, peut-être avant, il y a 10 fin août. Et jusqu'au 1/12 2020, tout ce qui est partie lotissement. Partie village, début, compte tenu des problèmes d'appui commun et tout, enfin, c'est plus compliqué. Partie village, début 2021. Voilà ce que je voulais vous dire sur la fibre. Merci Alain. Alors, excusez-moi, encore quelques minutes au milieu de cette nébuleuse un peu sombre. Nous sommes, bon, mais on n'a pas fait des choses exceptionnelles, mais si vous voulez la fibre à l'époque, quand ça s'est lancé. Ah non, mais non, mais j'ai aucun reproche. C'est le problème de l'Orange. Je vous dis simplement que lorsque ça a été lancé, lorsqu'il y a eu les prémices du lancement de la fibre, effectivement, les communes les plus volontaristes, après il y a eu l'échelonnage qui s'est fait en fonction du secteur, etc. Mais c'est le département qui le fait. Oui, on escargot autour de Perpignan. Mais on a quand même participé activement à la mise en place. Moi, je voulais donner la situation aujourd'hui. Alors,
Alors, en propos, s'il vous plaît, en propos, pour terminer ce conseil municipal, donc, je voulais vous dire, et dire aussi aux citoyens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que la période de confinement a été longue. Comme dans toute commune, lorsque nous avons repris, lorsque les employés ont repris, il faut du temps. Il faut laisser du temps pour que les choses se fassent. Et merci de votre compréhension, parce que tous les jours, on a des mails, on a des appels, on a des messages sur les réseaux sociaux. Les employés, avec toute la bonne volonté, ne peuvent pas être partout. Donc si quelque part il reste encore de l'herbe, si quelque part c'est pas encore propre, s'il vous plaît, soyez indulgents et comprenez bien qu'après cette période de confinement, on fait tout notre possible, les services techniques sont en pied d'œuvre, mais on ne peut pas être partout. Et en plus, nous n'avons pas forcément pu faire appel à des entreprises extérieures pour deux raisons. Déjà pour les raisons budgétaires, vous l'avez compris, mais aussi parce que ces entreprises-là étaient aussi très sollicitées après le confinement. J'ai encore autre chose à dire, mais je vois que tu lèves la main, Alain. Alors... Oui, parce que je voudrais quand même adresser un grand bravo, et je vous le dis, à tous les employés communaux qui ont désherbé, débroussaillé, dans des conditions pas faciles, avec des moyens, peu de moyens. J'ai juste fait appel, nous avons fait appel à l'entreprise Morand parce que nous n'avions pas des tareuses. Les tareuses, c'est le bras vertical, les en haut, enfin bon, sur les talus et tout, pour, disons, désherber, débroussailler. Moi, je dis bravo, ils ont très bien travaillé. Et bon, qu'ils continuent, bien sûr, mais ils vont continuer. Et je ne voudrais pas que notre service se sente lésé, donc je voudrais aussi remercier tous les services de la mairie, puisque ces dernières semaines, ces 2 derniers mois n'ont pas été faciles. Changement d'équipe municipale, Covid, reprise des écoles, reprise de l'accueil de loisirs, télétravail à un moment donné au service administratif, réouverture de l'accueil, réouverture de la bibliothèque. Rien n'a été facile. Je voudrais qu'on remercie vraiment tout le personnel communal et qu'on les applaudisse. Et je terminerai sur un dernier message, vous dire que, comme nous l'avions promis, nous sommes disponibles. Moi, je suis en mairie tous les jours, je reçois tous les jours des citoyens, mes adjoints aussi, les conseillers aussi nous aident dans cette démarche. Donc, nous répondons aux citoyens, nous répondons aux rendez-vous, nous répondons aux attentes des citoyens, par mail, par téléphone, physiquement, dès que possible. Dans tous les cas, nous ne laissons aucun message sans réponse. À partir du moment où les messages sont envoyés sur des voies classiques et logiques, je dirais. Donc là, je m'adresse à tous les citoyens. Si vous voulez un rendez-vous avec le maire ou avec un des adjoints, soit vous passez en mairie, soit vous passez un coup de fil, soit vous envoyez un mail sur le mail du secrétariat, secrétariat@mairie-ponteilla-nice.fr. Parce que les messages en commentaire d'une publication sur la page Facebook de la mairie, excusez-moi, mais les employés ne sont pas toujours derrière la page Facebook, les élus encore moins, et le maire encore moins. Alors quand on me dit 3 jours après, vous n'avez pas honoré mon rendez-vous, moi je ne comprends pas, je me dis cette personne-là, elle m'a demandé rendez-vous où, quand, comment, et en fait on s'est rendu compte que c'était un message en commentaire d'une publication sur les réseaux sociaux. Donc utilisons des voies simples et classiques pour éviter qu'il y ait des demandes perdues et qu'on nous accuse de ne pas donner de rendez-vous. Donc téléphone, mail ou demande de rendez-vous physique, et je vous assure que nous vous recevrons. Parce que plus il y a de canaux, et plus on risque d'en perdre. Et donc, je ne citerai pas ceux qui m'envoient des demandes de rendez-vous par SMS perso ou sur mon Messenger perso. Donc ça aussi, à éviter, s'il vous plaît. Et je terminerai aussi en disant que, sur les réseaux sociaux, faire des demandes, c'est bien, hein, je veux dire, vous pouvez nous critiquer, hein, ça fait partie du jeu, que l'opposition ou que des colistiers de l'opposition nous critiquent sur telle ou telle chose, je veux bien. Mais les citoyens qui ont une attente en termes de sécurité, une attente en termes de propreté, une attente en termes de nuisance sonore par rapport aux voisins, par rapport à des chiens, etc. S'il vous plaît, ne mettez pas la publication sur Facebook, ou alors si vous la mettez, mettez-la, mais contactez-nous quand même, pour que nous, élus, nous agissions. Je le redis, nous ne sommes pas sur Facebook derrière les publications 24 heures sur 24. Donc s'il y a un souci, signalez-nous-le par mail, par téléphone, et je peux vous assurer que mes adjoints, mes adjointes et mes adjoints sont réactifs et que nous réagissons à chaque demande. On n'a pas toujours la solution, on
on l'explique. Vous comprendrez bien aussi qu'il y aura maintenant des raisons budgétaires sur certaines réponses. L'autre jour, j'ai un citoyen qui m'a demandé si on pouvait mettre des ralentisseurs à un endroit. S'il nous reste 4 sous dans la PPI concernant la voirie, on le fera. Sinon, il faudra patienter un peu. Voilà. Merci à toutes et à tous. Oui, et pardon, effectivement, chose importante, mais je pense que tout le monde est au courant, nous avons mis en place, dès notre arrivée, un élu de permanence. Donc vous avez chaque soir de la semaine et le week-end, vous retrouvez sur le site internet, etc., ou vous appelez au secrétariat, on vous le donnera. Vous avez un numéro de téléphone. Ce téléphone, on se le passe chaque semaine entre le maire et les adjoints. Vous avez un numéro de téléphone. Alors attention, le numéro de téléphone, on n'est pas là pour remplacer la gendarmerie ou certains services. Le numéro de téléphone, c'est un arbre tombé au milieu de la route, une bouche d'égout qui s'est déplacée, un rassemblement de voitures suspects. Dans la mesure du possible, vous pouvez joindre la gendarmerie. Si c'est en journée, vous joignez la police municipale. Et nous, dans les cas d'extrême urgence, nous sommes joignables le soir et le week-end. Voilà. Merci à toutes et à tous.